Culture Soccer. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% canadien de Culture Soccer. Comme d'habitude, un de vos animateurs, Adi Raphaël, et je suis rejoint par mon allié, mon ami de toujours, Daniel Cameron. Daniel, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Adi, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Écoute, ça fait un peu bizarre d'enregistrer les mardis. On n'a pas l'habitude. Aujourd'hui, on est le 23 juin. D'habitude, on enregistre tout le temps, soit mercredi, soit jeudi. Mais aujourd'hui, ça a l'air que c'est exceptionnel. Et pour un jour exceptionnel, on a un invité d'exception. C'est Mathieu Lemay. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Oui, un ami qui n'est plus de toujours, mais un ami quand même. Oui. Un ami d'exception, comme je l'ai mentionné. Oui. Voilà. Je rigole. Non, très chic. Merci encore de l'invitation, ça fait grand plaisir. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu, ça veut dire que vous ne lisez pas Culture Soccer. Parce que c'est très simple, sur Culture Soccer, il a déjà écrit quelques articles. Il en écrira d'autres, bien évidemment. Il fait partie de l'équipe, comme d'habitude, et il est souvent invité sur nos podcasts, que ce soit sur CS à l'érable, mais aussi sur Culture Soccer, le podcast. Donc voilà, on est aujourd'hui, qui dit Mathieu Lemay, d'habitude, il peut parler, Mathieu Lemay est vraiment versatile, il peut parler de beaucoup de sujets, mais un de ses sujets de prédilection, un de ses sujets préférés à lui, c'est l'Afrique. Et c'est les joueurs africains. On le sait très bien, Mathieu, ça fait longtemps que tu écris sur l'Afrique et que tu parles des joueurs africains, n'est-ce pas? Tu peux nous parler un peu de ton parcours avec les joueurs africains et l'Afrique en général? Oui, en fait, ça a commencé avec ce que j'appellerais cette offre d'emploi aux alentours de 2009-2010 par Patrick Julliard, journaliste et rédacteur en chef de Football 365 Page Afrique, mais qui s'appelait Foot Africa à l'époque, parce que le site était divisé en plusieurs sections, ce qui est encore le cas, c'est juste que le libellé du site a changé. Et à partir de là, je dois dire que là, ce qui m'a offert l'emploi, j'écrivais sur le foot, mais pas sur l'Afrique, et j'y connaissais rien en foot africain. Mais Patrick m'a dit, il n'y a aucun mal, tu écris bien, et je pense que c'est ça qui compte. Puis le reste, tu vas l'acquérir au fur et à mesure. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait quelques entrevues avec des joueurs africains de l'Impact, notamment des jeunes aussi de l'académie. J'ai été aussi faire un petit tour des fois pour voir les Africains des autres équipes quand c'était possible. Et à un moment donné, j'ai commencé à me ramasser des connaissances par rapport à ça. Puis à suivre aussi, ça je le faisais par contre, à suivre un peu ce qui se faisait en Afrique pour ce qui est des Coupes d'Afrique des Nations, les tournois continentaux. Maintenant, avec ce que j'appellerais mon métier, là, j'ai des contacts avec des agents de joueurs africains de plus en plus et qui me réfèrent si jamais, évidemment, c'est pas tous encore, mais ils me réfèrent dépendamment s'il y a des discussions ou s'il y a des joueurs qui peuvent venir jouer ici en Amérique du Nord. Et je tiens à dire que depuis que je fais ce métier-là, je n'ai pas vérifié avant, mais je te dirais depuis une dizaine d'années, le nombre de joueurs africains en Amérique du Nord augmente sans cesse. Et j'ai remarqué que pour ce qui est de la Ligue canadienne, on va faire le lien tout de suite, déjà en un an, leur nombre augmente de 2019 à 2020. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Exactement. Et toi, Daniel, parle-nous un peu de ton affinité avec le football africain et puis les Africains en général. Eh bien, oui, étant moi-même d'origine africaine, j'ai un intérêt particulier. Donc, j'ai suivi plusieurs CAN. Et bien sûr, j'ai toujours un intérêt autant pour la Ligue des champions d'Afrique. J'ai assisté justement au mois de septembre dernier à un match de Ligue des champions d'Afrique pour la première fois. Également, que ce soit aussi pour les qualifications pour la Coupe du Monde, pour les représentants africains en Coupe du Monde, que ce soit également même le CHAN, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, mais pour les joueurs jouant dans leur pays. Donc, je m'y connais relativement bien, moins maintenant qu'avant, parce que maintenant, je mets beaucoup de mon énergie dans le soccer canadien, mais je suis tout de même... puis aussi, justement, Mathieu parlait du site Foot Africa 365. Je me rappelle de ce site-là, je l'appréciais bien. C'est sûr que maintenant, c'est dans le site Football 365, mais c'est plus la même chose. À mes yeux, j'aimais bien le libellé, mais c'est mon opinion personnelle. Donc oui, j'ai toujours un intérêt quand je vois des joueurs africains. Donc, quand Mathieu avait sorti son article l'année passée sur le sujet, j'étais très, très fier de ça.
Juste un petit mot rapidement, Daniel. La qualité des articles n'a pas changé. Hein? Tu peux y retourner, y lire quand tu voudras. Parfait, oui, parfait. Bien sûr, j'ai aucun doute là-dessus. C'est juste parce qu'avant, c'était plus facile de... Si je voulais avoir de l'info sur le soccer africain, mais c'était facile d'aller là-dessus et d'avoir tout rassemblé à la même place. Là. C'est pour ça que j'aimais bien l'intitulé. Parfait, parfait. Donc, il y a eu comme le dit Mathieu, il y a eu des changements, mais finalement, tu retrouves à peu près la même chose que ce que tu trouverais avant. C'est juste la manière d'y accéder est un peu différente, mais sinon, c'est le même contenu qui est là. Mais en tout cas, un très bon site pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. football365.fr /Afrique. Et vous allez pouvoir voir tout ce qu'il faut là-bas sur le foot africain. Mais rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est bien évidemment les Africains en Première Ligue canadienne, donc en CanPL. On va un peu parler de l'Afrique en général, mais aussi surtout de l'Afrique en CanPL, l'Afrique canadienne, de l'Afrique, de plusieurs choses, plusieurs questions qui ont rapport avec l'Afrique. Ma première question, j'aimerais qu'on passe chacun d'entre nous pour parler un peu de ce qu'on a retenu des joueurs africains ou de l'Afrique en CanPL lors de sa première saison en 2019. Je laisse la parole en premier à notre invité Mathieu Lemay. Donc, parle-moi un peu, qu'est-ce qui t'a vraiment touché des Africains en CanPL en 2019? La première des choses, c'est qu'il y avait ce que j'appellerais une certaine diversité des pays représentés. Tout d'abord, il n'y avait pas vraiment un pays qui se démarquait, à part peut-être le Ghana, mais je veux dire, le nombre ou le total était négligeable. Il y avait un mélange aussi par rapport à l'origine des joueurs, c'est-à-dire de binationaux ou de nationaux, des joueurs qui avaient joué en MLS et qui arrivaient en Ligue canadienne, d'autres qui étaient issus du système qui jouaient déjà au Canada d'une façon ou d'une autre. Parfois même certains jeunes, comme entre autres Diane Abdi, qui a joué à Blainville, si je me rappelle bien, et qui s'est retrouvé avec le York 9 FC. Alors, c'est ce parcours-là différent, c'est cette diversité de la mosaïque que dès la première saison, moi, qui m'a beaucoup frappé, parce que moi, personnellement, je ne m'intéresse pas qu'aux statistiques lorsque je regarde les Africains. Et surtout pour une première saison, ça aurait été trop dur de les juger sous cet angle. Alors, c'est surtout ça que j'ai regardé. Puis je constate d'ailleurs pour 2020, encore une fois, j'en trouve une porte, qu'on retrouve cette même diversité encore des pays représentés puis de l'origine des joueurs et de leur parcours. Oui, c'est sûr. Bien évidemment, il y a une grande diversité de joueurs africains en CanPL, déjà de 2019. Toi, Daniel, est-ce qu'il y a des prestations ou des choses que tu aimerais noter par rapport aux joueurs africains qui ont joué en CanPL en 2019? Eh bien, oui, il y a plusieurs éléments que j'ai notés, notamment Dominique Malonga, qui était celui qui s'est le plus démarqué au niveau statistique. Là. Il était le deuxième meilleur buteur de la Ligue. International Congo. Il est franco-congolais, mais il joue avec l'équipe nationale de la République du Congo, appelée communément Congo-Brazzaville. Donc, c'est le genre de joueur qu'on ne reverra peut-être pas de sitôt dans la CanPL. Excuse-moi, il n'a pas joué avec la République démocratique du Congo, il a joué avec le Congo. Non, je dis la République du Congo, pas la République démocratique du Congo. Ok, parfait, excellent. Oui, tu as dit Congo-Brazzaville, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. C'est juste que d'habitude, quand je dis République du Congo, je pense directement à Congo-Kinshasa, mais oui, tu as complètement raison, avec la République du Congo-Brazzaville, tu as raison. Mais c'est vrai que, vu comme ça, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le Congo, le fait est que ceux de Congo-Brazzaville, effectivement, sont rares. Contrairement peut-être à la RDC, en tout cas pour ce qui est dans l'Amérique du Nord, Canada et tout ça inclus. Dominique Malonga, qui a un parcours, lui aussi, je pense qu'il avait joué un petit peu en MLS, je me souviens plus, mais il me semble l'avoir vu là un petit peu, non? Non, il n'a pas joué en MLS. Il venait d'Europe. Je crois qu'il avait joué seulement en Europe par le passé. Oui, après vérification, il a joué seulement en Europe avant. Oui, il a joué en Grèce. J'avais l'impression de l'avoir vu. Mais, en Grèce, en Suisse, en Italie, en Espagne. Mais si Adi avait raison, c'est un Congolais Brazzaville. Je suis allé vérifier pour être certain. Je l'avais identifié comme tel. Je pensais que j'avais fait une erreur. Mais non, c'est le seul Congolais de la République du Congo. Pas de la République du Congo, mais de la République du Congo. C'est la République du Congo, oui. C'est ça. Mais du Congo français, là, c'est Dominique Malonga, c'est le seul et unique membre en Amérique du Nord à pour l'instant représenter cette nation, bien que je ne connaisse pas encore tous les Africains qui jouent dans le US League là, ou dans les ligues inférieures à la MLS aux États-Unis.
Mais pour ton information, mon cher Mathieu, il y a un nouveau joueur international congolais du même Congo, là, le Congo-Brazzaville, ou République du Congo, qui a signé cette année à Valor et qui s'appelle Arnold Bukamutu. Oui. Donc, il y en aura un autre cette année. Ah, ben oui, j'ai parcouru la liste très rapidement. Je n'avais pas remarqué, ça en fera 2. Et pour répondre à Adi aussi, bien, non seulement c'est le Congo-Brazzaville, mais Malanga a joué 8 fois. Il a été sélectionné 8 fois par son pays depuis 2014. Il a même joué à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, notamment un match de qualification contre le Soudan. Ouais, exactement. Donc voilà, donc tu nous parlais un peu, Daniel, de Malonga. Bien évidemment, tu vas nous parler de sa saison. Il a eu une saison extraordinaire l'année passée avec le Cavalry. C'est sûr, malheureusement, il n'est pas resté en KNPL. Il est parti en Bulgarie maintenant. Il a signé pour le Lokomotiv Plovdiv. Mais c'est ça, tu voulais nous parler de sa saison, je suppose. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que tu voulais nous faire part, des joueurs africains qui ont illuminé cette saison 2019 en KNPL? Mais il y a un joueur qui a illuminé la KNPL, mais pas sur le terrain. Eh bien, il y a Abdelaziz Youssef qui a été appelé par l'équipe de Somalie et qui a même joué son premier match titulaire avec l'équipe nationale de Somalie. Mais fait cocasse, il n'a jamais joué un seul match en KNPL. Donc, il a pu... peut-être bénéficier du fait qu'il jouait dans une ligue de division 1, ça l'a peut-être mis sur la carte. Lui, en fait, Abdelaziz Youssef, pour l'information, il est d'origine somalienne, né en Arabie Saoudite et il a vécu à Vancouver. Il a été formé à l'académie de Blaise Nkoufo, ancien des Whitecaps. Et par la suite, il a signé à HFX Wanderers à l'autre bout du pays. Il a été appelé par l'équipe de Somalie pour un match de qualification à la Coupe du Monde contre le Zimbabwe. Et je crois qu'il y a même ils ont fait une victoire contre le Djibouti le 5 septembre, oui. C'est ça, en fait, non, le match a été à Djibouti, mais contre le Zimbabwe, pardon. Ils ont gagné contre le Zimbabwe. Donc, et c'est connu que l'équipe somalienne n'est pas très forte, là. D'ailleurs, c'était la première victoire dans un match qualificatif pour la Coupe du Monde de l'équipe de Somalie. Pour l'info, la Somalie joue rarement à domicile pour les raisons que vous devez savoir, là. Souvent, les matchs à domicile sont joués dans les pays voisins. Donc, actuellement, c'est ça. Abdelaziz Youssef, pour 2020, il n'a toujours pas signé nulle part. Je sais que les dirigeants de HFX Wanderers avaient dit que ce serait bien d'avoir une équipe réserve pour ce genre de joueurs-là parce qu'il n'a joué aucun match finalement. Malgré que l'équipe a eu des très mauvais, pas connu une très bonne saison, là, on va dire ça comme ça. Donc c'est dommage pour lui, mais malheureusement, je ne sais pas, peut-être que cette année, s'il y a peut-être une équipe qui va vouloir le signer. Sinon, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est le fait que les deux clubs de l'Alberta, FC Edmonton via son académie et le Cavalry FC via Calgary Foothills avaient beaucoup de joueurs descendance africaine formés au Canada. FC Edmonton avait, par exemple, pendant la saison, ils en ont sorti plusieurs qu'ils avaient gardés sous la manche. Même chose pour Cavalry. Cavalry, pas mal de joueurs d'origine nigériane. Et surtout, vu la connexion de l'entraîneur, il y a des joueurs qui avaient joué en Angleterre, mais qui étaient d'origine nigériane. Du côté de FC Edmonton, il y avait aussi Omar Dio, qui avait eu Tommy Ameobi, qui est d'origine nigériane. Omar Dio, qui est né au Sénégal, mais qui est belge. Tommy Ameobi, qui, si je ne me trompe pas, anglo-nigérian. Donc, il y a eu beaucoup de joueurs d'origine africaine dans ces deux clubs-là. Que ce soit des joueurs canadiens, africains ou des joueurs qui venaient d'Europe, là. Donc, je trouvais que ça moussait, peut-être que ça va mousser davantage la rivalité entre les deux, là. Oui, exactement. Par contre, tu parles un peu, juste une petite question, parce que j'ai pas vu Oumar Diouk avec Edmonton cette année. Est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à lui? J'ai pas vu signer autre part non plus. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport à Oumar Diouk, Daniel? Oui, en fait, je me rappelle dans une entrevue de Jeff Paulus qui, actuellement, pour information, Oumar Diouk a signé nulle part. Justement, il est agent libre encore, hein? Exactement. Et là,
en fait, Jeff Paulus a dit que ça lui faisait mal au cœur de perdre Duke, mais il a dit une phrase. Il a dit dans le sport, quand on veut de la qualité, il faut sacrifier de la qualité. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il a dû sacrifier Omar Zouk pour avoir d'autres genres de qualité. Peut-être. Puis je crois que c'était au moment où Boakai avait signé. Là. Donc, je sais pas si c'était cette allusion-là qu'il faisait. Là. En tout cas, espérons qu'il va rebondir quelque part, de préférence en CanPL, parce que c'est un très bon joueur. Il est jeune, en plus, il a juste 25 ans. Mathieu, tu peux nous parler un peu d'Omar Zouk? Est-ce que c'est un joueur qui était un peu dans ton radar durant cette première saison? Plus ou moins, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé, et Daniel avait mentionné le pays de la Somalie. On en avait un autre issu de la Somalie qui a joué aussi pour la sélection somalienne, mais qui est arrivé au Canada comme en tant que réfugié. Sa famille faisait partie des réfugiés et il a joué pour les U17 du Canada. C'était le jeune Ali Adam Musset, qui a joué pour le Valor FC et qui a marqué 2 buts en 13 matchs avec l'équipe de Winnipeg. Et moi, j'ai beaucoup suivi son histoire parce qu'éventuellement, je vais faire un article sur son parcours pour notre site parce que c'est un parcours très intéressant, assez particulier. Et lui, je l'ai suivi un peu parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est un tout jeune joueur, là. Il a, je pense, que 24 ans, mais son parcours mérite qu'on s'y attarde. Ce que je trouve dommage, c'est que là, on n'a plus de traces de lui. Le Winnipeg, le Valor a décidé de ne pas garder ses services et on ne sait pas trop où il est en ce moment. Mais au cours de 2019, c'est surtout lui. C'est un des joueurs dont j'avais suivi le parcours parce que c'était quelque chose de fascinant à suivre. Lui qui est arrivé au Canada à l'âge de 6 ans et puis qui a joué dans l'USLP de League 2. Entre autres, la Premier Development League depuis 2013 avec l'équipe de Winnipeg et ensuite avec les Calgary Foothills avant que le Valor ne fasse son acquisition. Oui, d'ailleurs, c'est bien que tu le mentionnes parce que j'étais même pas au courant qu'il a été appelé par l'équipe de Somalie. Il a été appelé seulement au mois de décembre. Donc, c'était après qu'il avait Exactement. D'ailleurs, je me rappelle que Tommy Wilden Jr. avait dit que, parce qu'il l'entraînait au Calgary Foothills, il a dit qu'il voulait pas, il aurait pu essayer de l'avoir pour la saison 2019. Mais comme il voulait retourner à sa ville d'adoption, qui est Winnipeg, il n'a pas trop insisté, puis il l'a laissé aller au Valor. En tout cas, très intéressant pour ce joueur-là. En tout cas, on en saura plus dans les prochaines semaines parce que jusqu'à maintenant, comme vous l'avez si bien dit, il est agent libre, donc on n'a pas trop d'idée de où il va se retrouver. Pour ma part, les joueurs africains qui m'ont vraiment impressionné cette année, en premier, je pense que je vais rien vous apprendre en nommant Dia Abzi, donc Diaedine Abzi, qui a été excellent en tant que latéral gauche avec le York 9 FC. Mais en fait, je vais pas trop m'attarder sur Abzi parce que on en a parlé longuement, Daniel et moi, et dans plusieurs épisodes ici sur CS à l'érable, de sa saison extraordinaire où il a été même nommé parmi les meilleurs joueurs de la MLS et dans notre 11 de départ de la CanPL, la CanPL, je veux dire, bien évidemment, Mathieu. Bref, je veux vous parler d'un autre latéral gauche. Décidément, c'est comme la position qui m'attire le plus. C'est notre ami Kwame Awa du Forge FC, le Ghanéen, Ghanéen d'origine, parce que c'est un joueur qui a joué avec les U23 canadiens, qui lui aussi a eu une excellente saison avec Forge FC. Il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport au fait que John Herdman, il réfléchirait vraiment beaucoup à l'appeler avec l'équipe nationale canadienne. Beaucoup de supporters ont supporté ont vraiment voulu pousser Herdman à le faire aussi. On sait que dans l'équipe nationale canadienne, on a un gros manque à ce poste-là, au poste de latéral gauche. En tout cas, on en avait avant qu'Alphonso Davies ne pète tout dernièrement en Bundesliga. Mais c'était un poste où on avait vraiment besoin de renfort. Et pour moi, Kwame Awa ça m'aurait pas étonné si jamais il avait été appelé après sa saison extraordinaire avec Forge FC. Donc voilà les deux joueurs qui m'ont vraiment impressionné d'origine africaine. Bien évidemment, il y a aussi Chris Novikinsa, on l'a déjà reçu ici sur CS à l'érable, un joueur qui a joué presque à toutes, il a été utilisé à presque toutes les sauces, n'est-ce pas Daniel? Chris Novikinsa avec Halifax, avec les Wanderers, n'est-ce pas? Oui, il a joué pas mal un peu partout en défense, puis il avait même joué un match milieu défensif, ou même plusieurs matchs, je crois, là, ça fait quand même longtemps. Mais effectivement, il
Il a été très utile l'année passée. Ben, c'est sûr, il y a eu beaucoup de joueurs. Puis, tu sais, pendant la saison, comme je l'ai dit, les clubs de l'Alberta avaient ramené quelques joueurs des académies, fait qu'il y en a eu encore plus. Puis, ça a été intéressant à ce niveau-là. Il y avait une belle synergie. Pas mal, beaucoup de clubs. Il y avait juste spécifique qu'il n'y en avait aucun. Oui, il n'y en avait pas aucun. Il y a Nakajima Farhan qui est moitié qui est son père est zimbabwéen. Donc, c'est pas vrai, Pacific FC n'en avait pas aucun. Ouais, c'est vrai, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer aussi avec Nakajima Ferran. On attend voir si jamais il va être prolongé ou non. Je sais, j'avais lu quelque chose comme quoi il était quand même sur une liste et que je pense que c'était Pacific réfléchissait à lui offrir un nouveau contrat d'1 an. Grâce à son leadership, parce qu'il n'a pas beaucoup joué, mais il paraît il a une grosse importance quand même dans le vestiaire. On le sait, par exemple, qu'il fait partie du syndicat des joueurs, par exemple, de la CanPL, donc c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Le fait qu'il soit là, ça veut dire qu'il a il a un certain charisme, et je pense que c'est quelque chose peut-être d'intéressant pour son entraîneur de Pacificatie. Donc voilà pour ce qui nous a impressionné à date chez les Africains en MLS en 2019. Peut-être rapidement un petit mot sur Kwame Awa, parce que j'ai eu l'occasion de le suivre aussi un petit peu. Alors, tu avais parlé d'un joueur qui est arrière-gauche, mais qui a été formé pour être un milieu de terrain, et c'est sa petite taille qui a dû muter, échanger un peu de position, ou se recycler, si on peut dire. Mais quand j'ai vu ses statistiques, il y a le même nombre de passes qu'un certain Tristan Borges avec le Forge FC. C'est quand même pas si mal pour un joueur dont on a muté de position pour la suite de sa carrière. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi non seulement il reste avec le Forge FC, mais il va peut-être falloir continuer de le surveiller un peu. Alors, en fait, il a un parcours un peu comme Tyler Adams quand il est parti de New York pour aller en Allemagne. Il est passé de milieu défensif, justement, au poste de latéral gauche. Mais comme il n'est pas si mal balle au pied, je veux dire, il a quand même fait 2 saisons avec New York City comme substitut, puis il n'avait pas si mal fait, même si on n'a pas retenu ses services. Puis c'est un joueur qui a souvent été envisagé, tu l'as mentionné, Adi, là, avec l'équipe canadienne, étant donné que le Ghana est tellement bien nanti que ça serait étonnant qu'il aille jouer là-bas. Mais ça reste, on ne sait jamais, ça peut être un joueur que si il continue bien son parcours, lui aussi n'a que 24 ans, ben, il pourrait connaître une carrière intéressante en CanPL et qui sait peut-être au niveau international. Oui, effectivement. En tout cas, on verra ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, on attend impatiemment qu'il y ait une confirmation pour une saison 2020 pour voir ces joueurs-là et continuer à les suivre et voir leur progression, parce qu'on ne veut pas. Le but de la CanPL, c'est bien évidemment de donner une chance à ces joueurs-là de se montrer, de continuer à progresser. Donc, une saison blanche, ben, c'est sûr que ça va faire en sorte qu'ils vont stagner, ou même, encore pire, ils vont même se dégrader. Et c'est ce qu'on veut pas. C'est ce qu'on veut pas. Donc, on espère qu'on aura des nouvelles très bientôt par rapport à une saison 2020 en CanPL. Pour ce qui est du deuxième sujet que j'aimerais explorer avec vous, ben, j'aimerais parler aussi, je vais donner la parole, cette fois-ci, je vais donner la parole à Daniel en premier. J'aimerais que tu me parles un peu de l'attractivité de la Ligue pour les joueurs africains. Étant toi-même d'origine africaine, j'aimerais que tu me parles un peu. Est-ce que c'est sûr que tu dois un peu connaître beaucoup de joueurs ou bien de personnes africaines. Est-ce qu'ils sont attirés par cette ligue-là? Est-ce que c'est quelque chose qui fait tourner les yeux en Afrique? Eh bien, actuellement, moi, j'ai reçu plusieurs contacts d'agents de joueurs d'origine africaine qui m'ont contacté via les réseaux sociaux pour, comme on dit, plugger des joueurs. Également, via 21st Club, le club, la Ligue a recruté, il y a eu Valor qui a recruté Solomon Kojo Antwi. Et Ossa Bernardinho aussi de l'Atlético Ottawa. Donc, je pense que via cette base de données, on pourra en avoir d'autres. Moi, je connais quand même un peu le soccer africain. Quand la Coupe d'Afrique arrive, on voit toutes sortes de joueurs qui jouent dans toutes sortes de pays, certains qui jouent professionnels, certains qui jouent pas, qui jouent amateurs dans des petites ligues en Europe. Surtout quand c'est des pays qui font pas souvent la Coupe d'Afrique. Surtout que là, on est passé à 24. Donc, je pense que potentiellement, faut pas oublier que beaucoup de ligues en Afrique ne sont pas professionnelles. Donc, potentiellement, il pourrait avoir beaucoup de joueurs d'origine africaine qui jouent en Afrique, surtout qui pourraient être intéressés. Ça va être la ligue via 21st Club ou peut-être même
via des réseaux d'agents de joueurs ou au club aussi, là, de se faire leur propre réseau, des parrainages. Comme Eliman Omar Cissé, il est venu directement d'Afrique, de Diambars. Il y a possibilité de recruter d'autres joueurs sur le continent. Ça, va falloir avoir des bons réseaux puis avoir des gens fiables qui vont travailler en collaboration avec ces clubs-là. Moi, je pense qu'on peut voir ça d'un bon œil. Je trouve déjà l'exemple MLS, petit à petit, il y a de plus en plus de joueurs africains, puis certains qui venaient directement d'Afrique, comme Harrison Aful, par exemple, ou Oyongo. Je pense qu'il y aura moyen d'en avoir dans les années à venir. Puis ça peut être intéressant pour tout le monde, là, autant pour les clubs qui peuvent avoir des joueurs de qualité et pour les joueurs qui certains auront l'occasion de passer professionnel. Exactement, c'est toujours quelque chose d'intéressant d'avoir une ligue qui débute et qui débute avec une aussi belle base que la CanPL. On en a parlé plusieurs fois ici sur CSL Érable, avec Mediapro, avec le fait qu'il y a le CSB, donc le Canadian Soccer Business, qui fait en sorte qu'il y a un certain coussin financier qui est là-dedans. Mais j'aimerais poser la même question à notre ami Mathieu. C'est sûr, tu as parlé des contacts avec Kocha, avec plusieurs agents africains, et étant dans le milieu depuis quand même assez longtemps. Est-ce que tu as de plus en plus de demandes par rapport à cette ligue-là, par rapport à la CanPL? Est-ce que tu entrevois quand même une progression des joueurs africains vers cette ligue-là? Est-ce que tu as même certains joueurs peut-être qui te contactent pour essayer de voir si jamais il y aurait un moyen pour toi de les placer, même si tu fais ce que tu peux, bien évidemment, mais n'empêche, est-ce que tu as senti une multiplication de ces contacts-là et un intérêt grossissant de la part des joueurs africains et de l'Afrique envers la CanPL? Pas tant des joueurs que les agents, bien entendu. Mais c'est clair que dès la première saison, il y avait déjà un regard qui était porté vers la CanPL. Et je dirais qu'inversement, je pense qu'il y a des gens au sein des directions des différents clubs qui regardent aussi du côté de l'Afrique. Et comme j'ai dit tantôt, c'est un mélange. Hein? Il y a déjà des joueurs qui ont grandi ici au Canada et qui ont la binationalité, mais il y a aussi des joueurs qui viennent de l'extérieur et qui viennent du continent. Et en même temps, ils viennent du continent, mais certains ont des parcours assez diversifiés. Tantôt, Daniel évoquait la MLS. Il faut savoir que beaucoup de joueurs africains qui viennent en Amérique du Nord passent souvent par des petites ligues en Europe, notamment les ligues scandinaves. Ils n'ont pas peur d'aller jouer dans des endroits où il fait beaucoup plus froid que sur le continent. Et pour ça, une des raisons principales, ce sont les conditions et que j'appellerais la relative solidité financière des clubs et aussi une certaine forme de confort, ce que j'appellerais une qualité des terrains et tout ça. Alors certes, la CanPL, c'est pas comme en MLS, là, on va pas se le cacher, mais ça reste quand même, par rapport à l'Afrique et par rapport à la situation des clubs là-bas, il y a quand même un certain, ce que j'appellerais un certain confort. Et forcément, sachant que dans un pays voisin où il y a quand même des équipes canadiennes en MLS, alors forcément, le bruit, c'est assez répandu. Et les agents des joueurs africains qui envoient des joueurs en MLS, forcément, ils sont au courant de ce que leurs joueurs rapportent de l'Amérique du Nord. Et ça inclut le Canada en quelque part. Alors forcément, je dirais que tout ça mis ensemble fait qu'il y a une certaine attraction pour les joueurs africains. Puis tantôt, j'évoquais les binationaux. Les binationaux, ils ne sont pas déconnectés de l'Afrique. Ils ont de la famille parfois là-bas. Ils ont des liens là-bas. Alors, si eux se satisfont de leur carrière ou de ce qu'ils ont vécu lors de cette première saison en CanPL, forcément, ils vont peut-être parler à un contact ou à un autre joueur qui joue ailleurs ou un jeune, peu importe, puis qui va dire « Ah, tu vois, ici, c'est une option. » Et le bouche à oreille se répand très, très vite. Et pour moi, c'est pas un hasard. On est quand même passé de 20 à 31 joueurs et peut-être 33 si les joueurs à l'essai signent tous. C'est quand même une augmentation assez considérable. Et moi, je m'attends à ce que cette augmentation-là continue d'année en année, ne serait-ce que pour les raisons que Daniel et moi, on a évoquées.
Oui, effectivement. Moi aussi, je trouve que ce serait très important. C'est sûr que aussi la visibilité qu'a la CanPL peut beaucoup aider. Donc, on sait que la CanPL, on en a parlé dans le dernier épisode et dans d'autres épisodes, que la CanPL, avec son partenariat avec Mediapro, va avoir beaucoup plus de visibilité. Le fait qu'il y a l'Atlético Madrid qui vient signer ici, ça montre encore que c'est un championnat sérieux, qu'un club comme l'Atlético Madrid vient ici, ça va beaucoup aider. Et là, on ne parle pas juste de l'Afrique, on parle un peu de partout. Une chose encore plus qui va beaucoup aider, et je pense tourner les yeux des Africains vers la MLS, vers la CanPL, pardon, ainsi que d'autres nationalités, c'est si jamais Mediapro arrive à diffuser la CanPL, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, et ainsi de suite. Et comme tu l'as dit, toi, Mathieu, il y a toujours des Africains qui se trouvent dans ces pays européens-là, qui peuvent demander à dire à leurs amis, à leurs parents, à leurs cousins, à qui que ce soit qui se retrouve encore en Afrique, de leur dire, ben, regardez, je viens de voir ce championnat-là, pourquoi tu tentes pas ta chance ici? Donc, comme tu l'as dit, on va en bouche en oreille, de bouche à oreille, et en allant de bouche à oreille, c'est sûr, plus il y a de la visibilité à cette ligue-là, plus on aura la chance de voir une certaine augmentation de ces joueurs-là en provenance des pays africains. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant, en tout cas, de voir la progression d'une ligue comme la CanPL. Je trouve que ça va vite, ça va très, très vite. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ce sujet, mon ami Daniel. Moi, je pense que probablement, effectivement, qu'il va y avoir une augmentation de joueurs d'origine africaine dans la CanPL, mais ça, c'est sans compter les joueurs de Canadiens d'origine africaine, parce que ça va de soi, là. Je veux dire, il y aura toujours des joueurs canadiens d'origine africaine parce que moi, j'ai joué, là, puis je veux dire, il y avait une part importante qui était très talentueuse, d'ailleurs, à l'époque, là, qui était d'origine africaine de toute part d'Afrique, là. Donc, je pense pas que ça va diminuer à ce niveau-là, mais c'est plutôt le contingent extérieur qui pourrait augmenter. Oui, effectivement. Puis pour rajouter à ce que Daniel vient de dire, puis c'est un exemple qui date pas d'hier. Moi, je me souviens que dans les parcours scolaires que moi j'ai connus, on avait des communautés qui venaient de familles immigrantes qui étaient très, très fortes et qui étaient quand même attachées à leur pays. Je pense entre autres à la RDC, qui avait une communauté très forte, moi, où j'étais dans le parcours scolaire jusqu'à l'université. Et on sait que, par exemple, aux États-Unis, on a ce genre de partenariat aussi. Ce qui attire des joueurs, le fait, par exemple, qu'il y a beaucoup de joueurs ghanéens à Columbus, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est qu'il y a une forte communauté ghanéenne et d'immigrants ghanéens en Ohio et à Columbus, et aussi parce qu'il y a un partenariat entre une université du Ghana avec une des universités à Columbus pour ce qui est de la haute technologie. Alors forcément, Columbus se sent un devoir un peu de recruter des joueurs ghanéens. Au Canada, on peut retrouver la même chose d'ici quelques années, dépendamment des nouvelles équipes, parce que ça aussi, c'est une réalité. Le nombre de joueurs africains va augmenter en tenant compte du fait que la CanPL va probablement s'agrandir et on va peut-être voir ce genre de partenariat exister. Moi, j'en suis persuadé. Et aussi, d'un autre côté, il faut tenir compte de la pandémie présente. Je ne dis pas que ça fait moins de joueurs qui vont immigrer, bien au contraire, mais dans le dernier podcast de MLS Africa Plus, Patrick Juliard et moi, on a évoqué certaines difficultés économiques de certains clubs en Afrique. Et ce manque de stabilité-là fait que les joueurs s'expatrient de plus en plus. Et quand, justement, la poussière va retomber, économiquement, ça va être compliqué. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs africains qui vont malheureusement, ou heureusement pour nous, ça va dépendre sur quelle langue on se place, qui vont quitter le continent et qui vont venir ici, ne serait-ce que pour avoir plus de stabilité, autant au plan sportif qu'au plan financier ou dans la vie de tous les jours. Oui, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, j'ai hâte de voir, c'est sûr, les séquelles de ce virus-là. C'est pas juste en Afrique, c'est partout dans le monde. C'est sûr que moins tu as de l'argent, moins tu as des moyens, plus tu avais de difficultés dans le passé, plus tu vas en avoir après cette crise du COVID. Et c'est sûr que ça va impacter beaucoup de clubs à travers le monde. Et puis, j'ai hâte de voir si jamais les clubs les plus riches ou les clubs qui ont les reins les plus solides vont pouvoir absorber un peu ou profiter un peu du fait, c'est méchant de dire profiter, mais
quand même, ça reste une sorte de profiter un peu du fait que ils peuvent avoir des joueurs un peu à moindre prix que ce qu'ils avaient avant parce que leur club a des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, bref, ça va être très intéressant de suivre la suite. Je pense que le monde du foot, le monde du soccer au complet, et ça c'est à l'échelle mondiale, a été chamboulé à cause de ce virus-là. Et puis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Hein, on n'a vraiment pas fini d'en entendre parler. On passe finalement au troisième sujet, selon moi, qui est un sujet, je pense, extrêmement intéressant. Tu en as glissé un mot quelquefois durant les 2 premiers segments, Mathieu, la binationalité. Donc, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, la binationalité, c'est effectivement des joueurs qui ont 2 nationalités, donc qui ont, par exemple, des parents qui sont d'un pays ou bien qui sont nés, par exemple, dans un autre pays. Comme moi, par exemple, je suis né au Liban. Par contre, je suis canadien, je suis ici, je suis au Québec depuis plus longtemps que... j'ai vécu plus longtemps au Québec que ce que j'ai vécu au Liban, par exemple. Donc, finalement, si jamais j'avais à représenter un pays, j'aurais pu me retrouver à représenter autant le Liban que le Canada. Et il y a beaucoup de joueurs un peu dans ce moule-là et qui pourraient avoir ce problème-là. Après, bon, ça peut être une richesse ou ça peut être un problème. Et selon toi, Mathieu, est-ce que c'est une richesse ou est-ce que c'est un problème quand il s'agit de soccer? On n'est pas en train de parler de culture ou quoi que ce soit, mais on parle vraiment du côté soccer. Est-ce que pour toi et pour la CanPL, c'est une richesse ou c'est un problème? En fait, quand j'ai vu ta question juste avant qu'on enregistre ou qu'on fasse l'émission, parce que bien entendu, on voit les questions un peu avant, là, c'est pas une surprise pour tout le monde. J'envisageais ça d'une façon comme... Mais est-ce que c'est pas une question plutôt pour en Europe, en particulier en France, où là, ça fait débat parce que il y a toujours la question, effectivement, un peu de ce que j'appellerais monnayer sa présence au sein d'une sélection. Et c'est souvent le cas entre, par exemple, la France et les pays africains. C'est souvent un sujet de discussion là-bas. Alors qu'ici, je pense au contraire, et c'est pour ça que je vois ça peut-être plus comme un atout ou un avantage qu'un problème, c'est que le rapport avec le Canada, étant donné la position du Canada dans le monde, et les joueurs africains qui sont binationaux puis qui viennent ici, leur niveau par rapport à peut-être les meilleurs joueurs qui jouent en Afrique, et selon d'ailleurs leur pays d'origine, parce que plus un pays d'Afrique est fort, forcément, ça laisse moins de place. Quand je regarde l'ensemble du portrait, je me dis que, au contraire, je pense que la binationalité, c'est plus un atout qu'un problème, en tout cas pour l'instant, et ça risque de rester un atout pendant plusieurs années. Et justement, le fait que beaucoup de ces joueurs-là, au niveau de la binationalité, ce sont leurs familles qui sont venues ici, qui ont émigré pour améliorer leurs conditions de vie, et que ces jeunes-là ont la possibilité, même si dans leur cœur, sans doute, l'attachement à l'Afrique est toujours là, il ne faut pas se le cacher. Mais la réalité, souvent, fait que quand tu joues pour le Canada, et on a vu comment ça s'est ouvert là, au cours des dernières années, forcément, il y a peut-être une possibilité de jouer au soccer professionnel. Et justement, la CanPL ouvre cette porte-là maintenant pour beaucoup d'entre eux. Donc, pour moi, ça reste un atout pour beaucoup pour ces joueurs-là, ne serait-ce que parce que les possibilités sont plus grandes que d'aller jouer pour une sélection africaine ou d'aller jouer en Afrique, pour les raisons d'ailleurs qu'on a évoquées un petit peu tantôt. Alors, pour moi, ça ne fait pas un pli. Mais en revanche, si on avait été un pays européen, c'est sûr que là, la discussion aurait été sans doute là, beaucoup plus 50-50, là, je dirais, et ça serait au cas par cas. Mais au Canada, non, je ne pense pas que ce soit un problème ou que ce soit négatif. C'est vrai, je suis d'accord avec toi que jusqu'à maintenant, c'est pas un gros problème. Après, on veut pas non plus que ça devienne un gros problème, comme ce qui est en train de se passer en France. On l'a vu, par exemple, déjà, on a commencé à voir les prémices d'un problème. Quand on avait dans le temps où Jean-Yves Valou-Tabla était encore un espoir extraordinaire en MLS avant qu'il n'aille se perdre un peu partout. Quand c'était un espoir, il disait qu'il voulait jouer pour la Côte d'Ivoire, et tandis que tout le monde, on essayait vraiment de faire en sorte qu'il joue pour le Canada. Finalement, il a opté pour le Canada. Bon, finalement, il n'est plus aussi au niveau qu'il était, mais il a opté pour le Canada. Mais le problème a déjà fait surface. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait une place pour lui en Côte d'Ivoire quand on regarde le niveau des joueurs pour la Côte d'Ivoire au moment où on se parle dans l'équipe A? C'est peut-être ça aussi qui a fait en partie la décision. Pas vraiment, Mathieu. Si tu y penses, il a signé à Barcelone. Donc, son potentiel était là. Si jamais il avait réussi à Barcelone, dans l'équipe B de Barcelone,
crois-moi, et qu'il avait commencé à faire quelques apparitions dans le groupe pro, que ce soit sur le banc ou quoi que ce soit, parce que c'est sûr que Barcelone, quand ils viennent chercher quelqu'un de 18 ans en post-formation, c'est dans l'optique de l'intégrer au fur et à mesure au groupe 1. Et si jamais il avait réussi, si jamais il avait la tête sur les épaules, et ça c'est autre chose, selon moi il l'a pas, mais si jamais il avait la tête sur les épaules, à ce moment-là, et qu'il n'avait pas choisi encore le Canada, à ce moment-là, la question aurait pu se poser. Parce qu'on a déjà vu des joueurs, c'est ça, on avait déjà vu des joueurs africains être sélectionnés à 17-18 ans. C'est un bon point, mais en même temps, je dis ça, c'est que j'avais quelques petits échos en Côte d'Ivoire, je nommerai pas les noms parce que je nomme jamais les sources, là, pour des raisons évidemment, bien entendu, la confidentialité, mais je savais de sources sûres que, étant donné que ça stagnait avec l'équipe B du Barcelone, que les chances que Balou Tabla rejoigne l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire étaient quand même extrêmement minces par rapport à d'autres Ivoiriens, parce que c'est quand même le vivier de joueurs ivoiriens, au moment où on se parle, n'est quand même pas inintéressant. D'ailleurs, on a vu, il y avait une indication d'ailleurs, c'est que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a senti déjà une tentative de rajeunissement de l'effectif. Et le fait qu'on n'ait même pas songé à Balou Tabla à ce moment-là, ça donnait déjà une bonne indication que s'il avait voulu jouer pour la Côte d'Ivoire, il y avait un chemin probablement plus grand à franchir, un chemin à parcourir plus grand que pour le Canada peut-être. Mais ton point est bon quand même. S'il avait réussi son parcours, il serait peut-être parvenu, mais ça aurait demandé, je pense, un peu plus de temps qu'avec l'équipe canadienne. Ou est-ce qu'au contraire, on l'a vu jouer chez nous, on le connaissait, on l'a développé, et c'est peut-être une des raisons qui faisait que on tenait à lui, et on tenait à lui peut-être beaucoup plus que la Côte d'Ivoire. Mais l'exemple qu'on évoque est bon. C'est vrai que c'est une prémisse parce qu'il évoque le désir d'aller jouer là-bas. Il y a Didier Drogba qu'il avait pris sous son aile. Mais c'est ça, la réalité souvent le rattrape. Et son exemple illustre aussi la différence entre le Canada et l'Europe où, en Europe, il y a des joueurs qui ont le pouvoir peut-être de monnayer, comme je disais tantôt, leur présence parce qu'ils ont le niveau pour le faire. Et c'est pour ça que souvent que certains pays, des fois, aimeraient avoir tel ou tel joueur et d'autres, finalement, bon, ils sont capables de percer pour la France, donc ils restent en France. Je n'aimerais pas des noms, là, tout le monde trouvera ses références, c'est souvent sujet à débat. Alors qu'au Canada, oui. Mais alors qu'au Canada, c'est encore moins évident, c'est pas sujet à conflit. Et je suis pas certain, moi, que le Canada aurait fait un scandale ou un truc financier si, admettons, Balou Tabla serait parti jouer pour la Côte d'Ivoire en admettant que la Côte d'Ivoire l'a sélectionné. On aurait probablement trouvé un autre joueur. Bon, il serait peut-être pas africain, mais on aurait probablement trouvé un autre joueur, peut-être pas à talent égal, mais un autre joueur pour prendre son poste. Même si la réalité est différente, mais c'est justement ça, c'est que le Canada n'est pas encore... C'est une progression, là. Effectivement, on a un bel effectif et on progresse vers le haut, mais on n'a pas encore un statut pour dire peut-être que on va arriver au-delà de la prémisse que tu as évoquée puis qu'on en arrive au problème que je disais tantôt. Et ça va prendre encore quelques années, je pense. En tout cas, on verra de ce point de vue-là. Daniel, j'aimerais te voir rebondir là-dessus. Tu n'as pas encore parlé sur cette question-là. Est-ce que pour toi, c'est un atout ou c'est un problème, la binationalité? On n'est pas trop d'accord, je pense, Mathieu et moi. Mathieu pense que c'est pas un problème. Moi, je pense que c'est le début d'un problème et qu'il faut commencer à trancher dans le vif dès maintenant. Toi, je te laisse départager nos opinions un peu contraires. Bien, moi, j'ai une opinion un peu plus nuancée là-dessus. Il va pas nous départager, il va juste être neutre. Ben, merci, Daniel, merci. Non, mais moi, je préfère toujours... Daniel, vas-y, je préfère toujours la nuance à ce que ce soit une opinion tranchée. D'ailleurs, c'est rare que j'ai une opinion tranchée sur cette question-là. Je pensais avoir été nuancé quand même, mais vas-y, on t'écoute. Moi, je pense que... Au contraire de ce que dit Mathieu, je pense que la question se pose encore plus au Canada qu'en France. Parce que la France a un vivier de joueurs énorme et peut se permettre d'en échapper. Nous, on ne peut pas se permettre d'en échapper. Par contre, par exemple, Yacine Bono, qui est gardien international marocain, né à Montréal, je veux dire, oui, il était sélectionnable, mais jamais vécu à Montréal. Je crois qu'il est parti jeune vivre au Maroc. Donc, est-ce que vraiment on a une légitimité pour l'appeler? Il est sélectionnable, oui. Mais est-ce qu'on avait vraiment une légitimité pour l'appeler? S'il était venu jouer avec l'équipe nationale canadienne, on s'entend très bien que ça n'aurait pas été le choix du cœur. Est-ce qu'on veut vraiment ce joueur est-ce qu'on veut avoir
équipe de mercenaires? C'est ça la question qu'il faut se poser. Là, moi, je vois qu'actuellement, dans la liste qu'on a sortie de joueurs africains, d'origine africaine au Canada, il y a beaucoup qui sont binationaux. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui, peut-être qu'il y a juste une sélection avec un pays d'Afrique, c'est même pas envisageable. Je sais qu'il y avait eu un joueur qui joue en PLSQ qui avait été appelé avec l'équipe olympique algérienne. Il y a eu aussi, comme a dit Baloutabla, c'était un peu... Mais ça, comme a dit Mathieu, honnêtement, il était... ça a été probablement des contacts... on ne le saura peut-être jamais, là, mais à ce moment-là, il était un espoir. Il aurait peut-être été appelé dans les équipes de jeunes pour voir un peu son niveau. Est-ce qu'il avait des chances à ce moment-là? Quand il aurait été appelé en équipe nationale, ça aurait dépendu beaucoup de son parcours. Parcours que, de toute façon, qui s'est écourté très rapidement en Europe. Donc, avant qu'on reparle de Baloutabla en équipe nationale ivoirienne, ça risque de prendre plusieurs années, mais on ne sait jamais. C'est fini maintenant, il ne peut pas, il est 100% canadien. Ça aurait pris plusieurs années. Effectivement, ouais. Lui, elle est captaille, comme on dit. Également, il y a Davis. Davis, il est né de parents libériens dans un camp de réfugiés au Ghana. Est-ce qu'il aurait été éligible pour le Ghana? Lui, je crois que j'avais lu des articles qu'il était éligible pour le Ghana. Donc, d'ailleurs, il a été naturalisé une semaine avant son premier match en équipe nationale. C'était quelque chose qui était important à faire parce que le Canada est quand même son pays d'accueil. Il n'a pas vécu au Libéria et le Ghana, il est né là-bas par accident, là, si on veut. Là, il y a Hanson Boakai, justement, qui est un peu dans la même situation que Davis. Lui, il est né en Guinée de parents libériens et il a été appelé par l'équipe du Libéria en septembre, mais la fédération s'est trompée dans les billets d'avion et il n'a pas pu se rendre au match. Donc, est-ce que Hanson Boakai, est-ce que c'est vraiment une perte pour le Canada? Seul l'avenir nous le dira, mais on a d'autres joueurs qu'actuellement on pourrait appeler à sa place. Il a été appelé dans les équipes de jeunes, mais ça fait longtemps que c'est plus d'actualité. Je veux dire, là, il y a pas mal aussi de joueurs. Par exemple, il y a un joueur d'origine tanzanienne à Edmonton, un autre qui est d'origine éthiopienne. Donc, peut-être que dans ceux-là, il y en aura quelques-uns qui vont des équipes nationales plus modestes, qui ont un vivier plus limité, une population parfois aussi plus limitée. Donc, peut-être que ces pays-là auraient plus de chances de faire appel à ce genre de joueurs-là. Même Pam Oduka, qui est l'entraîneur du Pacific FC, on n'en a pas parlé, mais lui, il est d'origine africaine, il est né même en Gambie. Il avait dit, si j'avais joué en 2020, si j'avais joué comme au jour d'aujourd'hui, quand il l'avait interrogé récemment, il avait été interrogé à ce sujet, puis il a dit qu'il aurait probablement choisi de jouer pour l'équipe de Gambie parce que maintenant, peu importe pour quelle équipe nationale tu joues, ben, tu es quand même médiatisé, chose qui n'était pas le cas à son époque. C'est sûr. Il ne faut pas oublier aussi que la Gambie, ça n'a jamais été une puissance en Afrique. Certains joueurs voulaient parfois, je me souviens d'une entrevue avec Sana Niassi, entre autres, certains joueurs n'avaient pas vraiment envie d'aller rejoindre la sélection à cette époque-là, où d'ailleurs Pam Oduka jouait encore en MLS avec Vancouver. Pam Oduka, quand il a commencé sa carrière internationale avant la MLS, là, je ne sais même plus s'il était encore appelé avec l'équipe norvégienne à l'époque. Sa dernière sélection date de 2008 non, il est venu en MLS en 2013. Donc non, il a été appelé avec l'équipe nationale norvégienne juste du temps où il jouait encore dans les pays nordiques ou scandinaves. Donc, il a joué en Hollande, en Suède, puis en Norvège. Puis c'est dans ces moments-là qu'il a été sélectionné juste à 10 reprises par l'équipe nationale norvégienne. La seule chose que je voulais souligner, c'était juste que la situation en Gambie est compliquée, surtout par rapport à l'équipe nationale. Puis c'est comme ça depuis presque 20 ans. C'était ça que je voulais souligner. Ouais, mais c'est presque, je pense, c'est le lot de beaucoup de sélections africaines, malheureusement, où oui. C'est toujours un peu mais c'est là où le point de Daniel est intéressant puis qui rejoint une partie du mien, c'est que ça va dépendre des pays aussi, des pays d'origine. Parce qu'effectivement, tu as des pays qui sont probablement mieux lotis et qui ont assez de joueurs de talent. On pense au Nigeria, même la RDC qui s'est beaucoup développée. Là, l'Algérie aussi, quand même, est assez bien fournie. Les pays, en fait, les pays du Maghreb, le Cameroun jusqu'à un certain point. Bon, là, le Ghana arrive à une phase de reconstruction. Peut-être qu'ils vont venir en chercher ici, on n'en sait rien. Mais il y a d'autres pays avec des joueurs
joueurs qui jouent au Canada. Et effectivement, ils sont peut-être moins forts, moins puissants. Daniel a mentionné la Tanzanie tantôt. Oui, effectivement, c'est un cas. Mais la raison pourquoi je restais positif, c'est que quand on regarde le nombre par rapport à ça, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on en arrive à une situation où là, nos joueurs seraient demandés pour qu'il y ait vraiment un risque. Mais en même temps, et c'est là où Daniel amène une nuance importante, c'est correct qu'on se pose la question aussi, même si on n'en est pas au même point que l'exemple que j'évoquais tantôt, c'est-à-dire la France ou quoi que ce soit. Puis il va y avoir du cas par cas. Hein, c'est ça là-dessus, ça ne changera pas. C'est au cas par cas que ces situations-là vont surgir puis qu'il faudra probablement voir comment ça évolue à partir de là. Exactement. En tout cas, on verra si jamais ça créera un problème ou si ça va devenir de plus en plus problématique ou non. En tout cas, on a chacun notre avis assez nuancé. Je pense que tous les trois, on a quand même nuancé nos propos. Après, bon, il y a une petite tendance pour certains d'entre nous, mais n'empêche, j'aimerais finalement clôturer un peu en vous posant une question qui n'est pas préparée, par exemple, mais c'est une question à laquelle j'ai pensé maintenant. Si jamais je vous demande de nommer un seul joueur que vous allez suivre avec intérêt, un seul joueur africain que vous allez suivre avec intérêt lors de cette saison 2020, si jamais il y en a une, qui ce serait? J'aimerais juste qu'on exclue les joueurs dont on a déjà parlé. Je vais juste vous dire lesquels. Donc, je ne veux pas parler de Prince Amanda, par exemple. J'aimerais pas parler de Diaidine Abzi ou de Kwame Awa ou de Dominique Walonga, il est même plus là. Mais juste de parler de joueurs que vous aimeriez découvrir cette année, plus que des joueurs que vous aimeriez confirmer cette année. Donc, je te laisse commencer, Daniel. Quel joueur tu as vraiment envie de suivre et voir, que ce soit un joueur ou un entraîneur, hein, parce qu'on a deux entraîneurs d'origine africaine qui sont là. Tu as parlé de Pamoduka avant, mais il y a aussi Herbert Gale, l'entraîneur du Valor. Donc, pour toi, quel joueur ou entraîneur africain tu vas le plus suivre cette année? Ben moi, mon côté curieux s'intéresserait à Solomon Kojo Antwi, parce que quand il avait été annoncé au Valor, on a parlé qu'il avait fait des essais en Europe, qu'il y a eu des problèmes de visa, qu'il n'a pas pu signer en Belgique à cause de ça. Donc, je suis curieux je ne l'ai jamais vu jouer, puis je pense pas que vous non plus, vous ayez l'occasion de le voir jouer. Donc, je suis curieux. Je veux dire, j'aimerais ça voir, puisqu'il a été annoncé en grande pompe. Donc, je serais curieux de voir un peu son niveau pour 2000, si vraiment il y a un si bon niveau qu'on l'a annoncé en 2020. Parfait. Et ça, c'est pour une curiosité. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as plus hâte de voir? Oui, j'aimerais bien voir Masta Kacher, là, après ses saisons à USL, je suis pas mal sûr qu'il va se démarquer dans la CanPL. Lui aussi au Valor, d'ailleurs. Masta Kacher, qu'on aime beaucoup, qu'on a déjà eu en entrevue sur Culture Soccer, en tout cas le podcast sur Culture Soccer, avant que CSL Érable n'existe. Masta Kacher a été excellent en USL et qui faisait partie de l'Académie de l'Impact. Mathieu, je te pose les mêmes questions. À ce moment-là, Daniel a fait en sorte que finalement, c'est devenu une question à deux noms. Donc, le joueur dont tu es le plus curieux, le joueur d'origine africaine dont tu es le plus curieux, et le joueur que tu as hâte de voir et que tu penses va exploser. Je vais répondre à l'inverse, si on peut dire. C'est-à-dire que je vais commencer avec le joueur que je vais surveiller. Puis j'ai la même réponse que Daniel. J'avais aussi Masta Kacher en tête parce que moi, je l'ai vu jouer à l'Académie. J'ai suivi un peu son parcours. Puis j'ai hâte de voir comment en CanPL, il va, surtout avec le Valor, il va réussir à s'exprimer là-bas. Sinon, pour ce qui est de ma curiosité, bien, c'est un autre ancien de l'Impact aussi que j'ai vu jouer à l'Académie. C'est surtout de le voir rebondir après sa blessure avec l'Impact de Montréal. C'est Daniel Kinumbe qui joue avec le HFX Wanderers à Halifax. J'ai hâte de voir comment il va rebondir là-bas. Je suis persuadé que si c'est bien remis de sa blessure, il devrait pouvoir s'imposer. Et c'est aussi un latéral gauche. Hein? On en revient encore à cette position, mais c'est ça, des fois, tu as des joueurs, quand tu les vois depuis le début, comme ça, tu as souvent tendance, je sais pas, tu as souvent tendance à les suivre un peu plus, même si je m'attends à ce qu'il y ait des surprises là, un petit peu partout. Moi, j'ai bien hâte de voir si Aboubakar Sissoko, le Malien, avec le Wanderers aussi, c'en est peut-être un là, que je vais surveiller. J'ai hâte de voir comment il va jouer là-bas.
Et le dernier point, c'est que tu as mentionné les entraîneurs, a dit ça, je vais surveiller ça avec attention. Considérant, si je ne m'abuse, qu'en MLS, il n'y a pas d'entraîneur africain au moment où on se parle, il faudrait que je vérifie. Mais le fait qu'on en ait 2 en CAN PL, pour moi, c'est du plus haut intérêt. Pam Oduka, je l'ai vu jouer quand même si il était venu en fin de parcours là, avec Vancouver. J'ai trouvé que c'est un défenseur solide. J'ai hâte de voir l'entraîneur avec le Pacific FC, ce qu'il va donner. Et même chose pour Robert Gill avec le Valor, Robert Gill de la Zambie. Imaginez, on n'a pas 1, mais 2 entraîneurs africains pour 8 équipes. Ce qui n'est pas le cas à MLS, où il y a 26 équipes pour le moment, à l'instant où on se parle. Alors moi, je suis très curieux de voir ça. Et si ça va fonctionner, parce qu'on dit toujours que, surtout par rapport au continent, on ne donne pas beaucoup la chance à des entraîneurs, des Africains comme entraîneurs de faire carrière ou quoi que ce soit. Ben là, il y en a 2 qui vont avoir leur chance là, en CAN PL. Et je vais leur souhaiter la meilleure des chances et je vais surveiller leurs idées, leurs tactiques, leurs choix de joueurs avec peut-être un peu plus d'attention que leurs homologues là, des autres équipes. Parfait, donc finalement, il en a nommé 5, Mathieu, mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. J'ai nommé 2 entraîneurs. Bref, mais bon, 5, pour mon métier, c'est très peu. Ben oui. Effectivement, c'est sûr que si jamais on va commencer à parler il y a tous les joueurs qui nous intéressent, mais c'est juste pour un peu pimenter la discussion. Moi, de mon côté, je vais aussi faire mes choix. Pour le joueur que j'ai hâte de voir, pour moi, c'est Shakib Ossine. J'espère qu'il va signer à Valor. On avait eu à un moment donné ici son coéquipier qui est venu et le Boris, Johan Le Boris, qui est venu et qui nous a dit que Shakib Ossine devrait signer et officialiser sa signature au Valor. J'aurais hâte de voir ce que Shakib Ossine est capable de faire en CanPL. C'est sûr que l'année passée, il était là, mais sauf qu'il était blessé. Il n'a pas pu jouer, il n'a pas pu montrer l'étendue de son talent. C'est un joueur très talentueux qui serait capable d'être très, très bon en défense centrale. Et puis, la surprise pour moi, le joueur qui, selon moi, va surprendre beaucoup de monde, c'est Omar Kraïm, aussi qu'on a eu en entrevue ici sur CS à l'érable. J'ai eu la chance de pouvoir le voir jouer une ou 2 fois, pas trop souvent malheureusement, mais 1 ou 2 fois en personne. Puis c'est un joueur tellement intelligent qui m'a vraiment tapé dans l'œil assez vite, très intelligent avec le ballon, une vision de jeu vraiment superbe et j'aimerais beaucoup voir ce qu'il va être capable de faire avec Halifax en espérant qu'il ait des minutes de jeu de ce point de vue-là. J'aimerais aussi donner, comme Mathieu, un petit bonus et mon petit bonus, c'est Robert Gill, pas seulement parce qu'il est africain, mais aussi parce que à cause de la gestion calamiteuse de Valor l'année passée, j'ai hâte de voir si effectivement Valor a pris la bonne décision de renvoyer tous ses joueurs pour garder son entraîneur, ce que beaucoup de clubs font l'inverse. D'habitude, ils renvoient l'entraîneur et gardent les joueurs. Valor a fait complètement l'inverse. Puis on va voir si effectivement c'est la bonne décision. Daniel, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Bien, non, je veux dire, vous avez triché, là, mais à part ça... J'ai triché, moi, j'ai triché 1 fois, moi, seulement. Non, mais c'est sûr que moi, honnêtement, j'avais hésité beaucoup à mettre Kinoumbe, là, c'est sûr, parce que j'ai le goût de voir aussi... je considère que ce sera peut-être l'année où il pourra vraiment démontrer son talent si on a une saison. Mais actuellement, je veux dire, moi, je vais suivre tous les joueurs avec attention, là. Autant les Québécois d'origine africaine qui ont signé un peu partout dans la ligue, surtout formés par l'Impact, autant ceux qui viennent d'Europe, autant ceux qui sont sortis de l'académie du FC Edmonton. Je pense qu'on va pas s'ennuyer à ce niveau-là. Puis peut-être qu'après des années, il va en avoir davantage. Puis je pense que ça peut n'être que bénéfique pour la ligue, là. Je veux dire, c'est une ligue canadienne, mais je veux dire, ils sont aussi canadiens. Ça apporte une dimension différente là, qui peut être intéressante. Exactement. En tout cas, excusez-moi, j'ai quelque chose de très important à dire. Vas-y. Je viens de penser à ça. Mais souvent, on parle des joueurs d'origine européenne qui jouent des Canadiens d'origine européenne qui ont l'avantage de pouvoir aller en Europe plus facilement, comme Esteves ou Borge qui sont allés en Europe plus facilement grâce à leur passeport européen. Mais j'imagine que Mathieu, tu es familier avec ça, mais beaucoup de pays d'Afrique francophone en France ne sont pas considérés comme des joueurs étrangers.
Donc, pour certains joueurs, ça peut être un outil intéressant pour un transfert éventuel en Europe. Juste en France, par contre. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui ont développé des ententes comme ça. Mathieu, est-ce que tu es familier avec ça? Ben, c'est pas à 100%, mais connaissant la façon, entre autres, ce que j'appellerais l'immigration travail, c'est quand même deux pays différents, le Canada et la France. Donc, ça voudrait dire que pour que ce genre de règles-là s'applique, il faudrait peut-être changer certaines choses par rapport aux politiques d'immigration en partie. Mais d'un autre côté. Non, ce que je voulais dire, c'est que des joueurs canadiens d'origine africaine grâce à leur passeport africain, pourraient aller en France sans compter comme étrangers. C'est ça que tu voulais dire, Daniel? Ah, OK, oui, là, c'est plus clair, effectivement. Ben, écoute, il faudra voir. C'est certain que peut-être s'il y a des sirènes qui les appellent pour aller jouer là-bas et qu'il y a une possibilité, c'est certain que là, ça va se faire. Puis ça peut être un avantage. Considérant là, comment les choses se font. Mais le fait qu'on en a peut-être très peu entendu parler, c'est à se demander l'impact réel que ce genre de décision-là peut avoir. Puis c'est peut-être difficilement mesurable, je ne sais pas. Quand j'y repense, j'essaie de mesurer un peu à quel point ça a une influence ou ça a son importance, à moins que ce soit une carte cachée là, ou qu'on mésestime. Ça serait intéressant d'explorer un peu plus en profondeur cet aspect-là, Daniel, je pense. Parfait, bref, en tout cas, je pense. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir répondu à la question de Daniel. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Daniel. Tu voulais dire quelque chose? Non, je veux juste remercier, effectivement, on verra. Pour les joueurs européens, ben, on a déjà vu les 2 transferts de joueurs qui avaient des citoyennetés européennes. Donc, avec les Africains, je pense que ça pourrait suivre aussi en France ou dans d'autres pays qui auraient ce genre d'entente. Je ne sais pas si du côté anglophone, il y a un équivalent. Là. Je sais qu'en France, je crois que c'est le traité de Cotonou qui fait en sorte que les joueurs, beaucoup de joueurs de l'Afrique francophone ne comptent pas comme étrangers. Là. Donc, c'est pour ça que notamment que vous voyez beaucoup de joueurs qui signent en France. C'est pas tous des binationaux. Là. Il y en a beaucoup qui viennent directement de championnats africains qui ne comptent pas comme étrangers. Bref, en tout cas, c'est très intéressant tout ça. On verra à ce moment-là si jamais des joueurs africains pourront faire ce tremplin-là vers la France. Mais c'est très intéressant. En premier, j'aimerais beaucoup remercier Mathieu d'être venu discuter avec nous des joueurs africains en CanPL. Merci de t'être rendu disponible, mon ami Mathieu. Ah, mais ça fait un grand plaisir. C'est quand vous voulez de revenir discuter avec vous. C'est toujours très intéressant. Juste un petit mot de la fin rapidement, puis ça va faire le lien avec le type de soccer que je couvre. Ben, j'aimerais féliciter justement un joueur qu'on a mentionné dans cette émission, c'est Alphonso Davies. Oui, Alphonso Davies a des origines africaines et je me souviens, lorsqu'il est arrivé avec Vancouver, je le comptais comme un Africain à cette époque-là. On a parlé du Ghana tantôt. Évidemment, lorsqu'il s'est mis à jouer pour le Canada, ben là, je l'ai moins mentionné, mais de voir le parcours de ce joueur-là qui réussit en Allemagne, qui est l'autre soccer que je couvre au niveau des podcasts avec le foot africain. Je trouve que ça fait une belle conclusion puis un beau parallèle à faire en même temps, peut-être de faire de la pub sur ce que je fais. Vous allez me dire, mais le fait qu'il ait été choisi recrue de l'année en Bundesliga et que son parcours ne soit pas terminé en plus, ben moi, je lève mon chapeau et je veux féliciter ce jeune homme-là qui a été pour l'instant pratiquement irréprochable au niveau de l'attitude, au niveau du travail, au niveau de l'apprentissage et au niveau de ce qu'il apporte. Et d'avoir un parcours comme ça, justement, on parlait des réfugiés, une famille qui est venue ici au Canada, puis qui a grandi ici, qui est devenu ce talent-là qu'on a vu grandir. Je pense que c'est important de le mentionner, surtout qu'il a, d'une certaine façon, la citoyenneté canadienne. Il joue pour le Canada. Puis on parle de soccer canadien dans votre émission. Puis on a parlé des joueurs africains. Puis voilà, je voulais en profiter. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci à toi. Je vous conseille à tous d'aller écouter le podcast sur le foot allemand de Mathieu. Très, très bon podcast. Kaiser Foot, que vous pourrez trouver sur la plupart des applications où vous écoutez vos podcasts. Donc voilà, mais ce sera tout, je pense, pour cette émission. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là encore une fois. Merci à toi et surtout merci à Mathieu. On a eu tellement de plaisir. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je pense avec le déconfinement, on serait dû pour se revoir, pour en parler en personne, c'est certain. Effectivement, ce serait un bon sujet de discussion.
Exactement, on fera un moment autour d'une bière, on fera à ce moment-là une petite réunion tous ensemble, puis on discutera de tout ça. Merci encore à vous tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de CSL Érable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous poser des questions au cas où vous en avez et à nous faire part de vos commentaires. Merci encore et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSL Érable.